Cet après-midi, je vous raconte le compositeur italien considéré comme l'un des meilleurs violonistes de tous les temps, ou la véritable histoire de Niccolo Paganini, le violoniste du diable. Pourquoi a-t-il été associé à Satan ? Pourquoi était-il aussi blanc ? Et comment s'y est-il pris pour mettre en transe son public en étant digne d'une rockstar ? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit, Stéphane Bern. Nous sommes un matin d'avril 1893 au cimetière della Steccata, dans la ville de Parme, au nord de l'Italie. Ils ne sont pas très nombreux à fouler les graviers de ce lieu silencieux. Quelques hommes seulement sont présents pour accompagner le fils du défunt. Et si l'on était tenté de s'apitoyer sur ces obsèques rendues particulièrement pathétiques par la quasi-absence de proches et amis, on peut en réalité se rassurer, puisqu'on ne vient pas ce jour-là mettre un homme en terre, bien au contraire, on vient l'en sortir. František Ondříček, violoniste tchèque de passage dans la région, a formulé une bien étrange requête auprès du fils de Niccolo Paganini, célèbre virtuose qui fit se pâmer l'Europe au début du siècle et passe encore 53 ans après sa mort pour un maître indépassable du violon auprès de nombreux instrumentistes. La mémoire de ce musicien de génie est tellement vive que sans que l'on sache bien pourquoi, Ondříček a demandé à voir sa dépouille. Et sans que l'on ne sache non plus bien pourquoi, le fils de Paganini a accepté. Il faut dire que le cercueil a connu bien des péripéties pour atteindre cette dernière demeure. Il fut inhumé en de nombreux lieux avant de trouver ici le repos. Nous y reviendrons. Alors, un dérangement de plus ou de moins ne change pas grand-chose. Les employés du cimetière ont ouvert la tombe richement décorée. Le cercueil, en bois de noyer, désormais à l'air libre, déjà bien usé. On soulève alors le couvercle pour laisser apparaître les oripeaux qui recouvrent encore les restes décharnés du défunt violoniste. On ne connaît pas la réaction des rares témoins, mais il se raconte que les traits du musicien étaient parfaitement reconnaissables, plutôt ironique pour un homme qui, de son vivant, était souvent comparé à un cadavre. Niccolo Paganini a durant toute sa vie été décrit comme un homme aux airs de momie livide, à l'allure sinistre, inquiétante, maladive, cadavérique donc, et surtout diabolique. Tout le monde est sûrement d'ailleurs un peu rassuré ce matin-là au cimetière de voir le corps en décomposition au fond de sa boîte, tant les légendes ont couru sur sa prétendue essence démoniaque ou un pacte avec Satan. Car vous allez voir que l'image d'un homme sorti des enfers colle irrémédiablement à la pâle peau de celui qui, dès l'enfance, semble en effet avoir eu quelques accointances particulières avec l'au-delà. À 4 ans, une rougeole le laisse dans un état de catalepsie au point que tout le monde le croit mort. Il se raconte que c'est au moment où sa mère se prépare à l'envelopper dans un linceul que de légers frémissements manifestent que son heure n'est pas encore venue. Une scarlatine et une pneumonie plus tard, l'adolescent est bien vivant, mais c'est peu dire qu'il ne sera jamais en pleine santé. Chétif et malingre, cela ne l'empêche pas de vibrer avec ardeur pour la seule discipline qui l'intéresse, la musique. Son père, ouvrier dans le port de Gênes, où Niccolo est né en 1782, pratique la musique en amateur et l'initie alors qu'il n'a que 5 ans à la mandoline avant de le mettre au violon. L'enfant était étonnamment doué, sans véritablement apprendre. Peut-être parce que sa mère a un jour prié Dieu qu'il devienne un grand musicien, ou peut-être parce que le diable a choisi de l'aider, comme la légende ne cessera de l'affirmer. Toujours est-il que son talent semble quasi inné. À 8 ans seulement, Niccolo Paganini se donne déjà en concert et à 13 ans, sûr de lui, il organise déjà une représentation au théâtre Sant'Agostino à Gênes pour récolter des fonds pour se rendre dans la ville de Parme où il désire suivre les cours du maestro Alessandro Rossa. C'est rapidement chose faite, mais quand le maître découvre la dextérité, la finesse du jeu et du toucher de l'adolescent, il confesse n'avoir pas grand-chose à lui apprendre, si ce n'est quelques éléments d'harmonie et de composition. Paganini se perfectionne notamment auprès du compositeur Ferdinando Paer, puis revient à Gênes, alors aux prises avec les armées napoléoniennes qui prendront bientôt contrôle d'une partie de l'Italie.
Le jeune homme a la bougeotte et commence à enchaîner les concerts dans la région, puis arrive dans la ville de Lucques à la tradition musicale bien établie. Et déjà, il laisse poindre un côté provocateur, comme par exemple le 14 septembre 1801 lors d'un concert pour les fêtes de la Sainte-Croix. Paganini suscite un mini-scandale, autant que l'admiration, en jouant avec une grande habileté et en faisant sortir de son instrument des imitations de chants d'oiseaux, de trompettes et même du cri d'un âne. Tout cela en pleine cathédrale. C'est un peu osé pour les hommes d'église, mais le public est enchanté. Il s'installe dans la cité où il donne quelques cours, puis devient un proche de la nouvelle maîtresse de la principauté, une certaine Élisa Bonaparte, sœur de Napoléon, désormais empereur. La dame anime avec entrain la vie artistique. Elle s'entiche de Paganini et de son jeu si novateur, car Paganini ne fait rien comme tout le monde. Il adopte une position nouvelle, le violon incliné vers le bas, à l'inverse de la tenue dite française, plus à l'horizontale. Cela lui permet une meilleure mobilité, il s'en donne un cœur joie, faisant bondir l'archet sur une ou plusieurs cordes à la fois, avec une vélocité que d'aucuns jugent surnaturelle. Il enchaîne les pizzicato, le fait de pincer les cordes avec les doigts, avec une facilité déconcertante et surtout avec la main gauche, celle qui tient le manche, pendant que l'archet dans la main droite sautille avec frénésie et coule avec précision. Il excelle dans ce que l'on appelle les harmoniques, une façon d'effleurer la corde sans l'appuyer complètement sur le manche pour qu'elle sonne une octave plus haut et atteigne des aigus aux résonances cristallines. La princesse Élisa a d'ailleurs une étrange tendance à régulièrement s'évanouir à l'écoute de telles prodigiosités. Et Paganini compose aussi. Ainsi, la bien nommée sonate Napoléon, qu'il s'amuse, il le fera souvent, à ne jouer que sur une seule corde, la plus grave, comme pour démontrer encore plus sa virtuosité. Nombre de sonates pour violon et guitare sortent aussi de sa plume, car, on le sait moins, Paganini affectionne particulièrement cet autre instrument qu'il a appris dans sa jeunesse. Il devient célèbre et donne moult concerts en Toscane, Lombardie et ailleurs, dans le nord de l'Italie. À la Scala de Milan, en 1816, un récital qui vire à la joute est organisé avec le compositeur et violoniste français Charles Lafont. Sur scène, au début du concert, alors que le français donne poliment le la, Paganini hausse ostensiblement les épaules pour afficher une certaine morgue. Bon joueur, il s'en tient à la partition dans les morceaux en duo, mais se laisse aller à d'incroyables ornements quand il joue seul et ne peut s'empêcher de terminer en exécutant le Serge et les sorcières en français, un air de sa composition où il reproduit avec son violon les rides sardoniques et maléfiques en chanteresse. Le public exulte. Venise, Rome, Naples, Palerme, partout le succès le suit. Et les critiques de s'interroger sur les mystères d'un tel génie. Alors, d'aucuns trouvent volontiers l'explication dans la légende qui va désormais l'accompagner. Le grand écrivain Stendhal, dans un ouvrage paru en 1823, évoque Paganini en ces termes. Cette âme ardente n'est pas arrivée à son talent sublime par 8 ans de patience au conservatoire, mais par une erreur de l'amour qui, dit-on, le fit jeter en prison pour de longues années. Solitaire et abandonné, il ne lui resta dans les fers que son violon. Voici donc l'histoire qui commence à se répandre. Niccolò Paganini aurait tout bonnement été emprisonné après avoir tué une maîtresse, et c'est dans sa geôle qu'il aurait eu le temps de perfectionner son art. Certains ne tarderont pas à ajouter que le diable en personne s'y manifesta pour aider le violoniste à aiguiser son talent, ou que c'est avec les boyaux de jeunes femmes qu'il fabrique ses cordes. La prison, Paganini y est bien passé quelques jours, en 1814. Une amourette a tourné au conflit quand le père de la demoiselle a porté plainte pour renonciation au mariage et ce que l'on pourrait qualifier de détournement de mineur, parce qu'elle avait 20 ans et lui la trentaine. Le fait est qu'il n'y resta pas longtemps et qu'on ne sache pas qu'il y bavarda avec Satan. Mais la légende est en marche. On raconte que Paganini aime jouer la nuit dans les cimetières pour divertir les morts et son diable de maître. Telle est la réputation qui le précède quand il commence à se produire hors d'Italie à partir de 1828. À Vienne, Prague, Berlin, Hambourg, Londres, Paris ou Varsovie, dans les grandes et les petites villes d'Europe,
C'est une hystérie permanente. Les gens font la queue par centaines, quand bien même le prix des places est doublé par rapport aux tarifs habituels. Paganini rend fou les hommes et les femmes avec son maudit violon, écrit le musicien Karl Friedrich Zelter après un concert à Francfort. On ne compte plus, en effet, les dames qui perdent connaissance en plein concert, grisées par le jeu maléfique de ce célibataire dépeceur de maîtresse. Si on lui connaît les projets d'union, Paganini ne s'est jamais marié. Sa relation la plus longue est celle qu'il entretient avec la cantatrice Antonia Bianchi. Ils donnent de nombreux concerts ensemble et ont un fils, Achille, en 1825. Quelques années plus tard, lassé par cette compagne qu'il juge étouffante, il la quitte en lui achetant à prix d'or la garde de l'enfant qu'il chérira toute sa vie. Si Paganini plaît tant aux femmes, ce n'est clairement pas uniquement grâce à son physique. Sa peau est visqueuse et pâle, son corps osseux et dégingandé, de bras maigres comme des griffes pendent de ses épaules asymétriques. Ses longs et filasses cheveux noirs, toujours mal arrangés, encadrent un visage orné de sombres trous à la place des yeux et d'une bouche de plus en plus édentée au fil de sa vie. L'homme est un tantinet inquiétant. Il arrive dans les théâtres la mine défaite. Il semble crispé et gauche. Le sculpteur David d'Angers, qui réalisa son buste, affirme même qu'il vient sur scène comme un homme qui est poussé par quelque chose qui le maîtrise. Quelque chose ? Oui, mais quoi ? Le diable, bien entendu. Et quand l'archet se met en place sur les cordes, tout change. Le sac d'os s'anime, la fébrilité laisse place à la vigueur, et le contraste entre ce corps chétif et la puissance du jeu participe du charme. Il faut dire qu'il ne lésine pas sur les effets, se contorsionne, s'agite et s'adonne à d'extravagants doigtés. Paganini a le sens du spectacle. En bon virtuose, il ne fait pas que jouer, mais s'exhibe en train de le faire. Cabotin, il se dit qu'à de nombreuses reprises, il joue avec des cordes fragiles et surtendues. Quand l'une casse, il continue comme si de rien n'était. Il exécute de moins en moins les morceaux des autres et se concentre sur ses propres compositions les plus à même de révéler son génie. On ne le voit jamais en répétition, sauf pour les passages avec orchestre, afin de réserver au seul public l'éclat de son génie. Mais quand orchestre il y a, c'est seulement pour mettre en valeur les airs fous et impétueux qui sortent de son imagination. Les descentes et montées sont fulgurantes. Dans des farandoles de double croche, on ne sait où donner de la tête et surtout des oreilles. Et le public en redemande. Une nouvelle bourgeoisie avide de plaisir se presse pour vivre une expérience qui n'est plus sagement esthétique, mais puissamment charnelle et enivrante. L'époque est au romantisme, au triomphe de l'individu et de ses passions, à l'exaltation du fantastique. Le public aime cette image du diable car elle permet dans un sens de transgresser un certain ordre moral, de ne plus apprécier la musique de façon rationnelle, technique, mais par le truchement de Satan, de s'abandonner totalement, de se livrer au seul plaisir des sens que la technicité irraisonnée de Paganini décuple. Il n'est plus un homme, mais une figure, celle du génie romantique qui tout entier se déploie. Les tournées ne cessent quasiment jamais. Il vit en nomade, enchaîne les représentations, parfois 10 en 15 jours, dans des villes différentes, à une époque où l'on se déplace encore en voiture à cheval sur des routes précaires. Ce rythme lui permet de se tailler une colossale fortune. À Londres, la presse s'insurge contre le prix des billets 3 fois plus cher que d'habitude. Paganini fait amende honorable et accepte de revenir à un prix décent. Et comme d'habitude, c'est un triomphe. Un critique dira ce soir-là que, je cite, « ce sorcier ne peut que pousser la majorité des violonistes au suicide ». Paganini a beau passer pour pingre ou diabolique, il n'en est pas moins adulé et célébrissime. Des pièces de théâtre l'utilisent comme personnage et on ne compte plus les récits, fantastiques ou non, dont il est le héros. Il est une légende vivante. Mais vous allez voir que cela ne va malheureusement pas durer. Le rythme effréné des concerts affaiblit ce corps déjà chancelant. Paganini est exténué, perpétuellement malade, agité par des maux divers et variés, des toux, des problèmes buccaux, urinaires, j'en passe et des pires. Les cures thermales n'y changent rien, pas plus que les traitements à base de mercure ou autres pharmacopées douteuses qu'on lui administre. Il décrépit. Le diable pourrait-il alors mourir ? Paganini n'est pas encore mort, mais il est en tout cas mal en point.
En 1838, bloqué à Paris pour une histoire d'investissement hasardeux dans un casino qui devait porter son nom, il est trop faible pour donner des concerts, même s'il compose quelques sonates et prend le temps d'aller écouter la dernière symphonie de Berlioz, compositeur qu'il admire au point qu'il lui baise ce soir-là la main à genoux sur la scène après la représentation. Rare privilège. Empêtré dans les histoires judiciaires, il fit autant le climat parisien que les ennuis en cherchant du repos sur les rives accueillantes de la Méditerranée entre Gênes et Marseille et prend le temps de commercer quelques instruments précieux. Une activité qui pallie son incapacité à donner des représentations. Son goût des Stradivarius, il en posséda 11 en tout, nourrit aussi son goût de l'argent. Mais quand, en 1840, Paganini s'installe sous le soleil et le doux air de Nice, alors en terre italienne, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, il ne peut déjà plus parler que par un mince filet de voix audible seulement de son fils. Il communique en écrivant sur des tout petits papiers. Le diable agonise et par superstition les voisins se signent en passant sous ses fenêtres. Il est logé par un ami, le comte de Cézolles, notable qui siège au conseil municipal et au sénat de la ville. Et Thérèse, la gouvernante mise à disposition avec l'appartement, ne sait comment se comporter face à ce musicien édenté, aphone et effrayant qui se décompose littéralement sous ses yeux. Au mois de mai, la fin est proche et l'on fait venir un prêtre auquel logiquement Paganini ne peut rien dire d'autre qu'un râle. À 5 heures l'après-midi, ce 27 mai 1840, Paganini s'éteint à 58 ans dans une dernière quinte de toux, certainement des suites de la syphilis mêlées à d'autres pathologies. Mais l'histoire n'est pas finie, bien au contraire. La suite est même rocambolesque, vous allez voir. Comment aurait-il pu en être autrement avec un tel personnage ? L'incompréhension du religieux au moment des derniers sacrements fait que Paganini est déclaré impie, sans Dieu, alors même qu'il se proclamait pourtant bon chrétien dans son testament. Monseigneur Galvani, l'évêque de Nice, refuse des funérailles catholiques. Le comte de Cézolles et le fils Achille, sentant que les choses ne vont pas être faciles, font embaumer la dépouille qu'ils emmènent à l'abri. Le corps disparaît du logement où il gisait alors, de quoi nourrir la diabolique légende. Pendant qu'Achille lance les réclamations auprès des autorités ecclésiastiques de l'évêché de Nice à celui de Gênes ou de Turin et qu'on tente de plaider la cause du défunt auprès du roi de Piémont-Sardaigne, le comte de Cézolles fait porter le corps dans une salle d'opération de l'hôpital Saint-Roch. On peaufine l'embaumement et le cadavre repart de nuit à la lumière des torches, traîné sur une carriole par quelques paysans, jusque dans une maison de campagne entourée d'oliveraies pour prendre place dans une cuve à huile. Achille continue ses démarches et va même jusqu'à Rome en 1842, mais l'affaire s'enlise. Les autorités civiles ne peuvent faire grand-chose face au puissant clergé qui aurait certainement été plus alerte et bienveillant si Paganini s'était acquitté des dons et versements attendus de tout bon chrétien, surtout richissime. Le fait est que personne n'arrive à statuer. On envoie de nouveaux ecclésiastiques mener l'enquête, mais ils ne veulent pas dédire leurs supérieurs. Les choses traînent encore, et vient le moment de la récolte des olives. Alors, on extrait Paganini de sa cuve pour le mener en barque jusque sur les terres d'un ami du comte, puis dans un ancien hospice à Villafranca, l'actuelle Villefranche-sur-Mer, où il trouve une sépulture temporaire jusqu'à ce qu'en 1844 on déterre son cercueil, le transporte sur un voilier dans un coffrage en zinc anonyme en direction de Gênes, avant d'atterrir dans une propriété du violoniste non loin de Parme, et que finalement, en 1876, 36 ans après sa mort, le pape accorde enfin une sépulture digne de ce nom dans le cimetière della Steccata. Comme je vous le racontais, le corps de Paganini sera encore dérangé en 1893, puis 3 ans plus tard, quand on le mènera vers un nouveau cimetière, et enfin, en 1940, lorsque au centenaire de sa mort, on décide d'ouvrir son cercueil, comme pour vérifier qu'il est bien là. Il y était. Il n'était pas le diable, et certains ont cherché à expliquer le mystère Paganini par de plus concrètes raisons. D'où venait donc ce talent si unique ?
Frédéric Chopin, comme tant d'autres, après avoir entendu Paganini à Varsovie, admettait, selon ses mots, que le jeu de Paganini ne peut s'expliquer par les seules forces humaines. Mais par quoi alors ? Le médecin Francesco Benatti, ami du violoniste qu'il a soigné à de nombreuses reprises, a livré son opinion sur une physionomie si singulière et que ce serait elle qui aurait engendré le génie. Il décrit d'abord ses oreilles comme parfaitement constituées, autant dans leur forme et position extérieure que dans leur composition interne, qui aurait favorisé une sensibilité inégalée à la subtilité des sons. Les mains de Paganini, sans être plus grandes que la moyenne, semblaient douées d'une élasticité hors du commun. Ses ligaments pouvaient se détendre jusqu'à l'extrême et ses phalanges opéraient des flexions extraordinaires. Ce témoignage a fait penser que Paganini aurait été atteint du syndrome de Marfan, rare maladie génétique inconnue à l'époque, dont l'hypermobilité des articulations est l'un des symptômes principaux, en plus de la maigreur ou de pneumopathie spontanée, ainsi que de troubles ophtalmiques. Ce qui correspond en effet à un Paganini aux yeux de taupe, portant parfois des lunettes dont les petits verres bleutés n'arrangeaient rien à sa mine effrayante. Qu'il ait eu ou non ce syndrome, on ne le saura jamais. Et qu'importe au final. Niccolò Paganini était un musicien doué, voilà tout, très doué, excellent même, qui ne cessa sans doute jamais de travailler et de s'exercer, et dont la personnalité à part et les audaces techniques ont su envoûter un public qui n'attendait que cela. Si l'on devra toujours se contenter des témoignages et des récits des contemporains pour se faire une idée de son jeu si extravagant, il nous reste en revanche sa musique. Aux côtés des concertos et sonates, les 24 caprices, édités en 1820, sont peut-être les plus connus et représentatifs. Ils consistent en des sortes d'études extrêmement complexes, à la technicité effarante, qui usent de toutes les capacités de l'instrument. Des compositions dont l'exécution est encore redoutée par de nombreux violonistes à notre époque. D'aucuns parlent d'un avant et d'un après Paganini dans l'art de cet instrument. On ne saurait en juger ici, mais il est certain que Paganini, au-delà de sa technique, a ouvert la voie à une nouvelle figure de l'artiste, celle du virtuose, singulièrement puissant dans son génie. Et Paganini a été beaucoup loué et cité par les musiciens qui lui ont succédé. Liszt, Chopin, Brahms ou Rachmaninov, entre autres, ont composé des œuvres inspirées de ces thèmes ou mélodies. Et ce sont eux aussi, et non le diable, qui ont aidé à le rendre immortel. Europe 1, historiquement vôtre. Laure d'Autriche, merci d'être toujours avec nous. Paganini a influencé Chopin, Liszt, Brahms, Rachmaninov ou encore Schumann d'ailleurs. Véritable référence pour les grands noms du classique. Est-ce que l'on sait si Paganini lui-même avait des compositeurs de prédilection ? Alors surtout, oui, dans le domaine de l'opéra, il allait beaucoup à l'opéra et il était fasciné plutôt par des compositeurs de son temps, et en particulier Rossini, le compositeur italien, dont il est ami aussi. Ils sont à plusieurs reprises, ils font des soirées ensemble, bras dessus, bras dessous, lors de carnaval, Paganini et Rossini. Donc Paganini adorait l'opéra, la musique de Rossini. D'ailleurs, lui-même, au violon, il cherche à retranscrire le bel canto, les mélodies d'opéra de cette époque romantique dans les années 1830. Donc plutôt l'opéra de son temps, mais sinon pas vraiment de compositeurs de prédilection. Bien sûr, il sait ce qui a été écrit pour le violon avant lui, mais il n'est pas fasciné particulièrement par Mozart, par Beethoven, qui connaissait sans doute. C'est un autodidacte finalement, Paganini. Il crée une voie nouvelle, il ouvre une voie nouvelle et il ne regarde pas vraiment ce qui se fait à côté. Il ouvre cette voie et puis ceux qui veulent le suivent en quelque sorte. Victime de calomnie de son vivant, la mauvaise réputation de Paganini l'a suivi au-delà du trépas. Enterré et déterré à de nombreuses reprises, comme je l'ai raconté, sa dépouille a dû attendre 36 ans avant de reposer définitivement en paix. Est-ce que ce sont aussi ces péripéties post-mortem
qui ont participé finalement à sa funèbre légende. Oui, sans doute. Évidemment, pendant ces décennies, il y a eu un mystère autour de Paganini, toujours. Et puis quand même, sa légende, eh bien, elle est fondée sur les témoignages de cette époque, tout simplement. Bien sûr, le corps qui va être déplacé à plusieurs reprises, mais les témoignages de son vivant laissent planer le doute, évidemment, à plusieurs reprises. On parle du diable. Les journaux eux-mêmes racontent qu'ils ont le diable en face d'eux lorsqu'ils vont assister à un concert de Paganini. Et puis lui-même, vous le disiez dans votre récit, à Venise, il va jouer dans les cimetières le soir à la nuit tombée, Paganini. Donc évidemment, il a aussi tout fait pour laisser planer le doute, évidemment. Alors, vous avez publié Paganini, le violoniste du diable, et vous revenez notamment sur son éducation. Paganini a évolué dans une famille génoise modeste, mais mélomane. Fils d'une mère aimante et d'un père autoritaire, quelle influence finalement ont eu ses parents dans son initiation musicale et sa vocation artistique? Ils ont eu une importance dans sa formation musicale, c'est sûr. Paganini, avant de découvrir le violon, découvre la mandoline parce que son père jouait de la mandoline et dès l'âge de 5 ans, il voit cette mandoline accrochée au mur chez lui à Gênes et il a envie d'en jouer. Il prend l'instrument et dès lors, il commence à jouer un petit peu aussi. On raconte que lorsqu'il allait à la messe avec sa mère qui était très pieuse, tous les jours, il revenait chez lui et essayait de reproduire les sons qu'il avait entendus à l'église et il les reproduisait, semble-t-il, parfaitement. Donc son père a joué un rôle important parce qu'après la mandoline, il le met au violon. Il voit tout de suite les qualités de Paganini et veut en faire un petit virtuose parce qu'il voit que par rapport à son grand frère Carlo, Paganini, Niccolò, a beaucoup plus de facilité et qui a là un talent précoce. Sa mère, elle, va l'accompagner simplement. Elle ne se mêle pas vraiment de musique, elle est analphabète, elle le suit, elle le cajole quand il en a besoin, mais c'est vrai que son père va jouer un rôle important aussi dans ses premiers concerts pour faire la publicité de son fils, pour qu'il puisse donner des concerts, oui. D'ailleurs, vous expliquez aussi que Niccolò Paganini érigeait sa mère en modèle féminin, qu'il a dédié des sonates à son premier amour, qui exerçait un véritable pouvoir d'attraction d'ailleurs sur son auditoire féminin. Et bien sûr, il fut admis, comme je l'ai raconté, à la cour d'Élisa Bonaparte à Lucques. Bien qu'il ne se soit jamais marié, on peut dire que les femmes ont quand même joué un rôle majeur dans sa vie et dans son œuvre. Oui, oui, il a dédié en particulier certaines œuvres à certaines amours, hein, une fois adulte, à Antonia Bianchi, cette chanteuse lyrique avec qui il aura son fils Achille en particulier. Oui, les femmes ont joué un grand rôle. Alors, il faut dire aussi que c'est un Don Juan, en quelque sorte, Paganini. Hein. Il ne se fixe pas avec une seule femme tout au long de sa vie, mais c'est un séducteur, il a un charisme incroyable, il n'est pas beau du tout, il perd ses dents au fil des années, mais il y a ce charisme, il y a cette fascination. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir toutes les femmes qui le courtisent autour de lui. Donc ça, c'est une caractéristique effectivement de la vie de Paganini aussi. Mais on lui a aussi prêté une romance avec la sœur de Napoléon Bonaparte, Elisa. Rien ne l'atteste, d'après vous, c'est ce que vous écrivez, mais il entretient quand même avec la princesse une relation particulière. Oui, oui. Et en fait, quand il arrive à Lucques, à la cour d'Élisa Bonaparte en 1805, il fait partie de l'orchestre d'Élisa Bonaparte, avec son frère d'ailleurs Carlo. Ils sont tous les deux violonistes de l'orchestre. Et puis, Élisa Bonaparte va aussi voir le talent de Paganini et lui demander de temps en temps d'animer quelques soirées musicales. Donc, il va pouvoir faire ses preuves grâce à Élisa Bonaparte. Elle va être séduite. Elle est séduite par le personnage. Le mari d'Élisa Bonaparte va recevoir des cours de violon de la part de Paganini lui-même. Donc il y a une relation effectivement particulière. À mon sens, après toutes les recherches que j'ai pu faire, il n'y a pas eu de relation amoureuse entre les deux. Mais il y a quand même ce doute, il y a quand même cette séduction. Et puis, il ne fait aucun doute qu'Élisa Bonaparte a été séduite. Hein. On raconte qu'elle s'est évanouie, qu'elle est tombée dans les pommes un soir de concert. Donc, évidemment, cette partie de la vie de Paganini est fondamentale. Ces 4-5 années qu'il passe au service d'Élisa Bonaparte lui donnent les ailes pour ensuite mener sa propre vie à travers l'Europe. Alors, j'évoquais tout à l'heure dans mon récit sa fameuse sonate Napoléon, dont la spécificité réside dans l'usage d'une seule corde.
comment lui est venue l'idée et pourquoi c'est aux militaires qu'il a pensé? Alors, il veut, en fait, il nomme cette sonate Napoléon, pour l'anniversaire de Napoléon Bonaparte. Il n'a jamais rencontré Napoléon lui-même, mais j'allais dire, vivant au milieu des Bonaparte, c'était un petit hommage rendu à Napoléon lui-même. C'est pour flatter sa bienfaitrice, sans doute. Exactement, exactement. Et c'est vrai que il compose cette sonate sur un défi donné par Elisa Bonaparte elle-même, qui, un soir de concert, lui dit une seule corde ne suffirait-elle pas à votre talent? Et alors là, Paganini la prend au mot et lui dit d'accord, je vais composer une sonate, une œuvre sur une seule corde, la corde la plus grave du violon. Et c'est cette sonate Napoléon, uniquement écrite sur la 4e corde. Donc vous imaginez une œuvre complète, c'est la première fois, une œuvre entière sur une seule corde, du plus grave jusqu'au plus aigu, qui demande une dextérité impressionnante, une précision énorme avec la main qui se promène sur tout l'instrument. Donc c'est comme ça qu'est née cette sonate Napoléon que Paganini va jouer à plusieurs reprises pour aussi, j'allais dire, briller aux yeux de son auditoire. Parce qu'évidemment, quand vous arrivez sur scène et que vous faites en sorte que certaines cordes cassent au moment du concert et vous jouez sur une seule corde, ça crée un effet incroyable sur le public, évidemment. Alors, outre la virtuosité habitée de sa musique et de son allure cadavérique, Paganini ne lésinait pas sur les effets durant ses prestations. Finalement, en se mettant ainsi en scène, est-ce qu'il n'a pas lui-même cherché à accentuer son inquiétante réputation? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Il y avait cette part de spectacle. Il montrait son instrument en montant sur scène, montrait au public comme un magicien qui montrerait son matériel pour dire voilà ce que je suis capable de faire. Et vous savez, en fait, au départ, quand on dit que Paganini, quand il lit dans les journaux ou quand il voit ce qu'écrit Stendhal sur lui disant qu'il est le diable, il n'apprécie pas du tout. Il n'apprécie pas parce que il travaille énormément, il travaille 8 heures par jour, 9 heures par jour, son instrument, donc ça ne tombe pas du ciel. Et puis, il va finalement réfléchir et se dire que ça sert sa cause, et à chaque fois qu'au bout d'un certain moment, on dira « vous êtes le diable, voilà le diable en personne, mais d'où vient ce talent diabolique ?» Eh bien, il dira simplement « oui, vous avez raison, je suis le diable, je n'en dis pas plus, je préserve mon secret, mais oui, je suis le diable. » Paganini, on le sait maintenant, souffrait d'une maladie rare qu'on appellera bien après sa mort le syndrome de Marfan. Quel avantage, bien malgré elle, a présenté cette maladie dans la technicité de son œuvre? C'est vrai, vous le disiez dans votre récit, il peut, avec ses doigts élastiques, il fait des écarts énormes d'un doigt à l'autre. Il écrit des partitions où vous avez des écarts impressionnants, et vous, avec votre petite main, c'est mon cas, vous regardez les partitions et vous vous dites mais comment c'est possible de faire ça avec une constitution normale? Donc le syndrome de Marfan, lui, ses doigts élastiques l'ont vraiment aidé. Et puis surtout, ça peut être une maladie douloureuse pour certains, et lui ne subit pas les aspects douloureux de cette maladie-là. Donc c'est vrai que dans son œuvre, il nous faut énormément de travail pour réussir à jouer ce qui devait sembler assez simple pour lui aussi d'une certaine manière. Toucher le peuple était, comme vous l'écrivez, l'une des ambitions de Paganini. Après des années de bons et loyaux services à Luc auprès de son public d'initiés, Paganini a voulu se produire devant un public plus large. Qu'est-ce qui le motivait, en fait? Il voulait sortir de l'aristocratie, de la bourgeoisie, et effectivement toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et vous le disiez, en particulier, il imite le cri des animaux, l'âne, la poule, le chat, lorsqu'il est en concert. Et c'est assez astucieux parce que ça lui permet de toucher un public de paysans qui vient le voir, qui fait des kilomètres pour venir le voir, de paysans qui ne connaissent pas la musique, par exemple, qui ne savent pas lire des partitions, mais qui vont être sensibles à ces bruits d'animaux qu'ils reconnaissent. Donc Paganini, moi, c'est ça qui m'a fasciné chez lui, c'est la variété de la musique qu'il offre. Tout le monde vient l'écouter, les souverains, les grands compositeurs, les princes, l'aristocratie, les classes populaires. Et puis finalement, quand il veut se produire devant un public plus large, c'est pour
c'est sa soif de liberté. Il veut être libre, il ne veut plus personne sous ses ordres, et c'est pour ça que être sous les ordres de personne, c'est pour ça qu'il quitte Élisa Bonaparte et qu'il mène son propre chemin. Et il déteste cette forme d'autorité. Il veut vraiment faire ce qu'il a envie de faire, et puis si ça ne se passe pas bien, eh bien il s'en va et il va dans une autre ville donner des concerts. Oui. Soif de liberté, mais il avait aussi une soif d'argent. D'argent, énormément. Il aimait l'argent. Énormément. Vous parliez de ce casino Oui. Paganini qu'il crée et qui va être un gouffre financier parce qu'il il sera accompagné d'associés peu scrupuleux. Mais oui, à chaque concert, il accumule les lingots d'or qu'il dépose dans des banques à Berlin, à Vienne, à Paris, à Londres. Une soif d'argent immense, immense. Il est richissime, vraiment. C'est le compositeur le plus riche de cette époque, des années 1830, sans aucun doute, sans aucun doute. Mais ce côté star, presque rockstar, qui met les foules en transe, a finalement fini par le perdre. Ben oui, et c'est ce qu'on disait, et l'argent lui fait tourner la tête, et puis aussi ses concerts accumulés sur les routes, sa santé fragile fait qu'il s'affaiblit au fil des années. À la fin de sa vie, quand il a 55 ans, il ne peut plus donner de concerts tout simplement. Il va mener un petit temps de sa vie en faisant du commerce d'instruments. C'est là qu'il va acheter des Stradivarius en particulier. Et qu'il les revend. Il les revend. Il a déjà, par rapport à d'autres, cette capacité à reconnaître les bons instruments. Et Stradivarius, évidemment, n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Les instruments valaient 50 fois moins cher qu'aujourd'hui. Les Stradivarius, ça vaut 7-8 millions d'euros, par exemple. Et Paganini allait chez des commerçants, allait essayer des instruments, et comme il avait une oreille fantastique, il récupérait les plus beaux instruments qu'il réussissait à trouver. Alors, puisqu'on parle de rockstar, son œuvre transparaît-elle aujourd'hui à travers des genres musicaux, je dirais, plus contemporains comme le rock ou le jazz? Eh oui, tout à fait. Ces mélodies, parce que c'est vrai que les mélodies que composait Paganini, à mes yeux, sont parfois aussi belles que du Mozart. Il n'y a pas que le côté virtuose qui n'aurait pas suffi pour moi à m'intéresser à ce personnage. Des mélodies incroyables qui ont été reprises dans le jazz par le pianiste Fazil Say, par exemple, qui a écrit des variations sur un thème de Paganini en 1995. Et puis plus récemment, un groupe de K-pop, pop coréenne, les Blackpink, qui ont repris aussi le thème d'un de ses concertos. Donc, de cette manière, Paganini est aujourd'hui écouté par des millions de gens. Oui. Et pour terminer, alors, s'il ne devait rester qu'un son, et un seul, emblématique du travail et du génie de Paganini, ce serait lequel pour vous? Peut-être le concerto La Campanella de Paganini, dont le thème est assez connu et qu'il jouait sur les routes au fil de ses tournées. C'est peut-être ce qui le caractérise le mieux. Merci beaucoup, Laure d'Autriche, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Niccolò Paganini. Je rappelle la diablement riche biographie que vous lui consacrez, Paganini, le violoniste du diable, qui est paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.